Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Oui. Oui? Oui. OK, parfait. C'est vraiment pas long, là. On va faire ça très court parce que c'est pas vraiment ça la grosse mission d'aujourd'hui. Mais en gros, le trouble obsessionnel compulsif, selon le DSM-5. Donc, le DSM-5, c'est un peu la Bible des diagnostics en santé mentale. Ce DSM-là, la version 5, a retiré les TOC des troubles anxieux et les a mis comme dans une catégorie à part, vraiment distincte. Donc, qu'est-ce que ça prend pour avoir un diagnostic de TOC? Ça prend bien sûr la présence d'obsession, de compulsion ou des deux. Donc, il y en a certains TOC là, qui n'ont pas les deux. Ça existe, c'est plus rare, mais ça existe. Bon, les enfants, ça ne vous concerne pas vraiment. Donc, les obsessions, les compulsions vont être à l'origine d'une perte de temps considérable, donc au moins 1 heure par jour, ou d'une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement, soit social, professionnel ou dans d'autres domaines importants. Les symptômes obsessionnels compulsifs ne sont pas imputables là, aux effets physiologiques d'une substance, par exemple, ou d'une affection médicale. C'est plus rare dans les TOC, mais par exemple, dans la dépression, on pourrait penser à une hypothyroïdie, donc des problèmes de thyroïde. Dans les TOC, c'est moins fréquent qu'on va penser à un problème de santé physique. Puis, ça ne va pas être mieux expliqué par des symptômes d'un autre trouble mentaux. Donc, le TOC, ça a vraiment maintenant sa catégorie à part entière. Quand on parlait de phobie d'impulsion, en fait, c'est que dans les TOC, il y a plusieurs types de TOC. Donc, il y a les TOC de contamination, notamment les TOC de propreté qu'on connaît, mais il y a aussi tous les TOC mentaux qui font partie des phobies d'impulsion. D'ailleurs, je pense que le terme phobie d'impulsion va bientôt être retiré pour vraiment parler des TOC mentaux, spécifier un peu les deux. Et ça, c'était une grande force de la FQTOC parce que beaucoup de gens nous contactaient parce que c'est hyper tabou. En fait, c'est des TOC avec des termes dont on n'ose pas parler. Donc, ça peut être la peur d'être homophobe, d'être soi-même homosexuel aussi, la peur, toutes des pensées spirituelles, la peur d'être pédophile, la peur de se suicider, la peur de faire mal aux autres. C'est vraiment la crainte immense qui nous envahit de faire mal à quelqu'un, puis ça vient jouer dans nos valeurs, ce qui fait que ça devient très souffrant et très difficile à vivre. Dans les critères diagnostiques du TOC, il y a aussi l'insight, hein, donc la capacité d'introspection face à nos TOC. C'est ce qui permet de différencier notamment la psychose versus un TOC. Donc, quelqu'un qui va avoir des pensées obsessionnelles, qui n'aura aucun insight, donc aucune introspection, pourrait plus se rapprocher du spectre de la psychose comparativement à nous, si je peux dire ça comme ça. Nous sommes vraiment dans quelque chose de réel. Dans les questions qui avaient été posées préalablement, on avait une question par rapport à qu'est-ce que je dis à quelqu'un qui a la peur de vomir. Ici, il faut faire une petite distinction. Donc, la peur de vomir, qui est l'hémétophobie, c'est vraiment distinct des TOC. Donc, ce n'est pas un TOC, c'est une phobie spécifique. Donc, dans le DSM, ça se retrouve plus dans la catégorie des troubles anxieux avec une phobie spécifique. Et ça, c'est une peur, une anxiété intense à propos d'un objet et d'une situation spécifique. Et ça va emmener de l'évitement, mais ça n'emmènera pas nécessairement des compulsions. Donc, c'est surtout ça qui fait la différence entre les deux. Donc, c'est ça, ça va devenir un peu disproportionné là, par rapport au danger réel. Puis, il va y avoir une peur très, très intense là, qui va être accompagnée de ça. Il y avait eu aussi une petite question par rapport à la réassurance. Donc, est-ce qu'il faut réassurer les gens qui sont atteints de TOC? Ça, c'est un grand piège, en fait, parce que la personne qui est atteinte de TOC ou de phobie d'impulsion va vouloir se faire réassurer. Est-ce que mes mains sont vraiment propres? Est-ce que vous êtes sûr que je ne suis pas pédophile au fond de moi? Est-ce que vous êtes sûr que je ne serais pas capable d'utiliser ce couteau-là pour faire du mal à quelqu'un? C'est tous des exemples qu'au téléphone, par exemple, vous pourriez avoir à faire. Moi, Fred m'avait dit toujours, je te rassure une fois, après, je te le rappelle, je te rassure plus. Moi, c'est quelque chose que j'utilise encore aujourd'hui quand j'aide des gens. Puis, je leur dis bien que c'est pour les aider que je fais ça. Parce que la réassurance, ça va venir entretenir le TOC. Comment ça se fait? En fait, c'est que le trouble anxieux, par exemple, si on fait une métaphore là, avec le jardinage, bien, le trouble anxieux, ça va être comme un grand jardin de fleurs ou de plantes. Il y a plein de types de troubles anxieux, hein, on l'a nommé. Il y a le TAG, le trouble d'anxiété généralisée. Il y a les phobies spécifiques, l'agoraphobie, bref, il y en a plein. Mais le TOC, il est maintenant dans une catégorie un peu à part. Puis, lui, ce n'est pas des fleurs, c'est des mauvaises herbes. Puis quand on vient arroser notre champ, les troubles anxieux comme le TAG, la réassurance, ça peut les aider. Donc, les fleurs vont
vont fleurir, ils vont devenir plus grandes et plus belles. Mais le TOC, lui, c'est la mauvaise herbe qui va vraiment pousser. Fait que c'est pas ce qu'on veut. Dans le fond, la réassurance vient vraiment jouer le rôle d'arrosoir puis va entretenir les pensées TOC. Ça va envoyer le signal au cerveau, en fait, qu'on a raison d'avoir peur puis qu'on a toujours besoin de quelqu'un pour nous dire qu'on n'est pas dans la bonne voie ou qu'on est dans la bonne voie, justement. Donc, voilà. Puis, un autre piège aussi, je pense qui a été nommé comme question, c'est, par exemple, dans les phobies d'impulsion, il y a souvent la notion de danger, il y a la peur de faire mal aux autres, la peur de commettre un acte sexuel répréhensible. Est-ce qu'on doit prévenir la police ou prévenir n'importe qui? En fait, la réponse, c'est non. Puis, je comprends que tout le monde a une envie de protéger les gens, mais en fait, qu'est-ce qui peut distinguer très rapidement s'il y a quelqu'un qui est un réel danger versus quelqu'un qui a une phobie d'impulsion? C'est la culpabilité qui l'habite. Donc, dans un contexte de phobie d'impulsion, de pédophilie, par exemple, la personne va se sentir super coupable d'avoir ces pensées-là. Le pédophile, lui, à l'inverse, ne va pas se sentir coupable d'avoir ces pensées-là. Attends un petit peu mon cœur. Excusez-moi. Bien. La personne ne va pas se sentir coupable d'avoir ces pensées-là, puis va... bon, on est un petit peu dérangé, là. Bon. La personne ne va pas se sentir coupable d'avoir ces pensées-là, puis elle va justement chercher la stimulation par exemple, des images d'enfants et tout, tandis que la personne qui est atteinte de phobie d'impulsion ou de pédophilie, par exemple, va avoir peur de tomber sur une image d'enfant qui pourrait la déclencher. Fait que c'est vraiment deux distinctions à faire. Puis dans la phobie d'impulsion, il y a vraiment 0% de passage à l'acte. Fait qu'il n'y a aucun danger. Puis si jamais vous avez un doute avant de faire quoi que ce soit, parlez-en aux autres parce que ça peut vraiment avoir des conséquences dommageables. Tu sais, quelqu'un qui a une phobie d'impulsion, pédophilie, qui est zéro pédophile, puis qu'on appelle la police parce qu'on a peur, bien, ça peut vraiment avoir des répercussions catastrophiques alors qu'il n'y a aucun danger. Donc ça, je pense que c'est vraiment important là, de faire la distinction. Puis en gros, ça terminait la petite partie théorique. Là, je peux laisser la place au témoignage, mais je ne sais pas si ça vous génère des questions. Moi, j'en ai une. Oui, vas-y. Tu parlais que dans les phobies d'impulsion, on appellerait ça des TOC mentaux, c'est ça? Oui. OK, mais qui dit TOC mentaux dit obsession, compulsion mentale. Mm-hmm. Dans la phobie d'impulsion, où est la compulsion? La compulsion, c'est par exemple aller chercher de la réassurance sur les forums. La compulsion de réassurance par les autres, la compulsion de réassurance, on peut se mettre en situation de provocation. Moi, je faisais ça, par exemple, là, je me mettais devant une photo d'enfant nu, puis là, je disais, est-ce que ça m'excite? Est-ce que j'aurais un signe quelque part que je serais pédophile? Ça, c'est des sortes de compulsions qu'on peut avoir. Mais si la personne a des phobies d'impulsion et ne fait pas de compulsion que tu viens de nommer, est-ce encore un TOC? Oui, c'est un TOC. Effectivement, certains TOC ont seulement des obsessions, ont seulement des compulsions. Par contre, ce qui est difficile dans les TOC mentaux, c'est que les compulsions sont très subtiles. Il faut faire très attention. Des fois, c'est juste un discours interne qu'on va se répéter sans cesse pour s'apaiser. C'est une sorte de compulsion aussi. C'est juste que c'est beaucoup plus subtil. Okay. L'évitement aussi. La compulsion l'évitement, ce n'est pas une compulsion, c'est un mécanisme qu'on utilise. Mais oui, effectivement, ça entretient le TOC, là, un peu comme la réassurance. Là, ça exactement. Tout à fait Salut, le TOC. comment ça va, toi? Hey, donc, Est-ce que Julie, ça fait le tour pour le moment de la... En fait, quand tu mettais la table un peu plus théorique, oui, il y a Brigitte qui a une question. Oui, vas-y, Brigitte. On n'entend pas, ton micro est fermé. Bon, excusez, j'ai oublié le micro. Moi, je pars de loin. Peut-être que ma question s'adresse juste moi qui va me la poser, puisque les autres savent toute la réponse, je ne sais pas. Non, c'est souvent, c'est... Parce que tantôt, j'essayais de comprendre la différence entre un TOC, puis elle disait une psychose, quelque chose comme ça, là, c'était pas pareil. Moi, je comprends pas c'est quoi là, qui pourrait être similaire ou différent. Là. Je ne sais pas si tu comprends ma question. Là. Oui, ce qui peut être différent, similaire, c'est premièrement, c'est un perte de... Mon amour, je suis occupée. OK, on va se parler tantôt. Mais c'est maman. Bon, reste assis là, puis attends. OK. Bon. Fait que, excusez-moi.
Fait que la différence, dans le fond, c'est que quelqu'un qui est en psychose pourrait, mettons, avoir la peur que tout soit très sale ou plein de germes ou avec plein d'insectes, mais n'aura pas la capacité de dire ah, ça, c'est une compulsion, ça, c'est une obsession. Il va y avoir d'autres signes là, d'une psychose. Il n'y a pas seulement ça, là. Mais la capacité de prendre un recul face à ces obsessions-compulsions, ça peut faire quelque chose parce que à un moment donné, on devient tellement investi dans notre TOC que moi, j'ai eu l'impression d'être en psychose par moment, mais c'est pas ça une vraie psychose. Là. On reste quand même ancré dans la réalité, puis on est capable de dire que c'est une maladie, que c'est souffrant. Puis les gens qui ne savent pas exactement c'est quoi vont pouvoir nommer quand même une certaine souffrance, puis vont avoir d'autres facettes qui vont faire en sorte qu'on les comprend là, dans la réalité. Là. Il n'y aura pas d'idées délirantes en tant que telles. On va être capable de se ramener en disant non, ça c'est. J'ai extrêmement peur de ça, mais ça reste une peur. Là. Je ne suis pas investie à 100% dans mon délire. Est-ce que ça répond un peu? Oui, merci beaucoup. C'est ça. Puis, non, moi, c'est juste pour faire un peu de pouce là-dessus. Tu sais, souvent, ce que je me rendais compte, c'est qu'on n'est pas en psychose, parce qu'en psychose, tu perds contact avec la réalité, puis tu es dans ton monde complètement, puis tu es convaincu que c'est ça la réalité. Il n'y a aucune partie de toi qui n'est pas convaincue là, tu sais, quand tu es en psychose. Parce qu'avec les TOC, ben, il y a une partie de toi qui sait que c'est pas normal ce que tu penses, puis c'est pas normal ton processus mental. Puis, tu le sens quelque part qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est que tu es conscient, tu es dans la réalité, même si le TOC te fait croire que c'est vrai, peut-être 75% de toi-même à l'intérieur, tu vas penser que c'est vrai, mais il reste un 25% la partie saine en soi, tu peux dire, la partie saine à l'intérieur, qui sait que c'est pas vrai. Puis la preuve. C'est ça. C'est le doute, en fait. C'est le doute obsessionnel qu'il n'y a pas dans la psychose. C'est exactement ça. C'est ça. Puis la preuve, c'est que les gens qui ont ça, pas tout le temps au début, mais on finit par aller consulter, on finit par en parler. Parce que si on était convaincu que c'était vrai, ben on n'en parlerait même pas, puis on agirait en conséquence, on peut dire. Tandis que là, je veux dire, on sait que c'est pas vrai, puis on sait que c'est pas la réalité, les pensées que le TOC nous envoie, on sait que c'est maladif. La preuve, parce que ça, finalement, on en parle, qu'on n'est pas bien, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis, ça m'a toujours fasciné, c'est parce que au fond de nous, il y a vraiment une partie de nous-mêmes qui sait que c'est un TOC, qui sait que ce n'est pas vrai. Mais le TOC envoie tellement de doutes, puis est tellement fort émotivement dans la souffrance, dans la détresse, que cette partie-là, elle reste là, mais elle est comme étouffée. C'est que, je veux dire, mais des fois, c'est hallucinant parce que des fois, encore maintenant, des fois, je me rappelle de thème de TOC, puis je me dis, je savais que c'était pas vrai, je savais que c'était de la frime, là, que c'était n'importe quoi, là, mais c'est tellement fort le doute que le TOC t'envoie, puis les émotions intenses que tu finis par embarquer dans son jeu, si on peut dire, puis c'est fascinant comme maladie, là, je peux en parler, je l'ai, c'est fascinant dans le sens que c'est pas agréable, mais c'est hallucinant de voir que même si tu sais au fond de toi que c'est pas vrai pantoute, ça continue à te hanter et à te faire souffrir. C'est un peu ça la différence. En tout cas. Que je vais laisser, c'est beau. Je baisse la main, merci. Oui, Mélanie. Bien, j'aime ça, Frédéric, ce que tu dis, puis ça me fait un peu penser, moi aussi j'en ai eu des TOC, que je les contrôle et tout, mais récemment, j'ai été au show de Mesmer. Et quand il hypnotise, tu es très conscient que c'est pas vrai, qu'est-ce qui arrive, mais ton corps réagit pareil. Donc, je fais un parallèle, c'est ça que j'expliquais à mon mari, comment je me suis sentie quand il m'a hypnotisée. C'était vraiment ça. Il a fait un tour où on voyait des araignées s'en venir, mais je le savais qu'il n'y avait pas d'araignées devant moi, mais j'avais la chienne, j'avais super peur, tu sais. Fait que c'est vraiment le parallèle que je faisais entre les deux. Mais en même temps, je fais juste 30 secondes, il y a des gens qui sont plus hypnotisables que d'autres. Oui. Oui, c'est ça, vrai. Super, merci Mélanie. Est-ce que vous voulez passer au témoignage? Je ne sais pas qui avait prévu, je pense Pierre-Antoine, Frédéric, je ne sais pas si Julie aussi, tu voulais revenir un peu sur ton histoire, puis après je peux y aller vite. Oui, vas-y. Oui, c'est ça. Très vite, là, je l'ai dit en partant, là, depuis l'âge de 3 ans, j'ai des TOC, j'ai des périodes où ça allait mieux, des périodes où ça allait moins bien. J'ai eu des TOC, en fait, pendant l'enfance jusqu'au milieu de l'adolescence, c'était des TOC de propreté que j'avais. À l'adolescence, j'ai eu un petit peu de phobie d'impulsion pédophilique qui sont apparues, mais juste des petites brides, là, juste pour me donner un avant-goût de c'était quoi. Et là, au début de l'âge adulte, vers 18 ans à peu près,
Là, ça m'a frappé de plein fouet, là, solidement, là, les phobies d'impulsion à caractère pédophilique pendant plusieurs années. Et ça m'a mené à faire des grosses dépressions là, suite à ça. Puis voilà, moi, la paraidance avec Frédéric m'a énormément aidée. Fait que c'est pour ça que j'y crois. Tu sais, c'est tellement quelque chose qui est rare qu'on n'en parle pas. En fait, il n'y a personne qui va dire hey, salut, moi j'ai un TOC de pédophilie. Les TOC de vérification, oui, on en entend parler, les TOC de contamination aussi. Puis ça, c'est vraiment un gros piège parce que les gens, en vérifiant 2 fois leur tour de porte, ils vont penser qu'ils ont un TOC, mais c'est pas ça un vrai TOC. Là, tu sais. Fait que c'est comme le piège d'en parler. C'est la psychopop, là, en fait. Là, c'est un piège de la psychopop. Mais c'est ça. Fait que moi, ça m'a énormément aidé de savoir que je n'étais pas seule à souffrir des phobies d'impulsion à caractère pédophilique. Puis, ben, ça va mieux. J'ai eu. Ben, on voit ça, là, ton enfant, moi, je trouve ça beau, je trouve ça vraiment touchant parce que J'ai- tu parles de ta phobie d'impulsion au C'est caractère ça. J'ai pédophilique. eu. Là, on voit que ton enfant, tu es heureuse, c'est ça. Moi, je trouve ça Ouais, beau, c'est ça. J'ai 2 beaux c'est super beau de enfants. voir ça. Là. Fait que c'est ça que j'avais pas puis que je pensais que ça se réaliserait jamais parce que j'avais la peur d'être pédophile. Fait que vous imaginerez bien qu'avoir un enfant, c'est pas quelque chose qui pouvait être concevable dans ma tête. Là. Ben, c'est ça, ça se guérit, ça se traite. Il y a beaucoup d'efforts derrière ça, mais ça se peut un rétablissement dans les TOC, même sévères, là, après plusieurs années. Puis c'est vraiment un message d'espoir que je veux insuffler aux gens parce que genre, il y a beaucoup de gens qui m'appellent chaque semaine qui y croient plus. Puis c'est ça, moi, Frédéric m'a fait croire, puis je m'en suis sortie. Fait que voilà. Je dirais qu'il reste, Frédéric aussi va probablement dire la même chose, là, il reste peut-être un 95 de guérison, peut-être un petit 5 de pensées obsessionnelles qui vont venir me visiter, mais qui repartent rapidement. Là. Mais j'ai plus d'atteinte dans mon fonctionnement. Là. J'ai vu comme une personne normale, ce qui n'avait pas été le cas il y a quelques années. Donc voilà, je laisse ma parole au l'autre. Peut-être qu'on pourrait répondre, Élide, elle avait une Oui, question. pardon, j'avais pas Oui, vu. vas-y, Élide, vas-y. Ah, ton micro est fermé, je pense. Ou en tout cas, on t'entend pas. Ah, ouais, c'est ça. Son micro n'est pas fermé, mais on ne l'entend pas. On ne t'entend pas, ouais, c'est bizarre, hein? Ah oui, attends. Essaie donc. Non. Là, ça fonctionne? Ah oui, 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 bon. La technologie. oui. En fait, ma question était plus qu'une question, c'était plus de savoir concrètement, hein, parce que moi, j'avais cette idée-là du TOC, comme quoi on parle là, de cette idée obsessionnelle qui vient en tête, puis qu'automatiquement, pour chasser ces idées-là, vient la compulsion à ce moment-là. Là, j'entends de TOC de propriété, de TOC différents, en fait, types de TOC. Puis je me dis, est-ce que ça peut vraiment s'en aller dans tous les sens, dans le sens, par exemple, j'aurais une idée obsessive qui m'en vient, par exemple, j'ai peur que ma mère meure, par exemple. J'ai dit un exemple, je ne sais pas nécessairement si c'est réaliste. Et d'un coup, je vais me mettre à, par exemple, avoir une obsession pour dans le sens que moi, ce que je veux savoir, c'est ça, ce que ça Je fait. comprends. Effectivement, un TOC peut se déplacer de thème. Hein? Fait qu'effectivement, puis Frédéric l'a vécu malheureusement, mais ça peut se développer, ça peut changer de thème, se transformer. Par contre, il y a des thèmes, c'est quelque chose que j'explique mal, mais il y a des thèmes similaires à chaque individu. Comme par exemple la pédophilie, la peur d'être homosexuel, la peur de faire du mal aux autres avec un couteau, la peur de se suicider. Tu sais, si on parle par exemple de la peur que ma mère meure, à ce moment-là, on serait plus dans le spectre du trouble d'anxiété généralisée, moins dans quelque chose qui est du TOC. Fait que c'est plus la peur qui arrive une catastrophe, c'est moins un TOC, moins une phobie d'impulsion que par exemple une phobie d'impulsion de commettre un acte pédophilique ou violent ou peu importe. Ouais. Est-ce que ça répond? Oui, très bien, merci beaucoup. De rien. Est-ce que c'est Frédéric ou Pierre-Antoine qui Ouais. voulait. Pierre, veux-tu commencer? Ah, je vais y aller. Oh. Ben, merci, Fred. Mon témoignage, c'était que c'est ça. J'ai été un diagnostic de TOC, anxiété généralisée, à 20 ans, mais ça a commencé bien avant. J'ai passé mon adolescence à vivre dans ma tête. OK? C'est pas compliqué, là. Par exemple, j'ai 2 thèmes récurrents là, qui venaient. C'est à l'école, il y avait 13, 14, 15, 16. Tu découvres un petit peu tes pulsions nouvelles comme adolescent, tu quittes l'enfance.
Il y a des gens qui étaient plus baveux que d'autres. Puis moi, à cette époque, je n'avais pas de confiance en moi pantoute. Et si quelqu'un était mal commode avec moi, il me poussait ou il me disait une injure, ben moi, je passais la soirée après en revenant dans ma tête à y casser la gueule, puis à me battre avec lui, puis je gagnais, évidemment. Mais c'était une compensation pour ce que je n'ai pas pu exprimer dans le jour. Ça se vivait dans ma tête. C'est pour ça qu'on parle de TOC mentaux. De TOC mentaux, ça s'expliquerait dans mon cas. Là. Pure O en anglais, mais TOC mentaux, je ne sais pas si c'est la traduction. Julie nous le dira, mais ça ressemble beaucoup à ça. Et les filles, ben, au lieu de les aborder, ben, je les embrassais, puis je faisais l'amour avec dans ma tête pendant des heures et des heures, puis je vivais dans ma tête. Les sommes d'énergie gaspillées sont incommensurables. Si jamais j'avais fait travailler sur monter ma business avec ça, je serais milliardaire aujourd'hui. Ça s'est poursuivi, bien sûr, à l'âge adulte, mais là, en grandissant, avant Phobie Zéro, j'avais un petit peu plus de confiance. J'ai rencontré vraiment des filles, puis j'ai sorti avec mes chums pour danser et boire comme un cochon au cégep université. Ça m'a aidé. Ça a été des bons moments fraternels. Ça m'a fait entrer un peu dans la vie. Mais les tocs demeuraient. Peut-être un peu moins d'heures par jour, parce que là, je vivais un peu plus dans le vrai monde. Mais et l'anxiété généralisée, elle était bien sûr là, ce qui m'empêchait de foncer plus avant dans la vie et donc d'affaiblir les tocs. Donc, de 20 à 40 ans, je lisais beaucoup de livres de psychologie. Beaucoup de livres de psychologie. J'ai vécu une conversion spirituelle à l'âge de 23. Qui m'a aidé évidemment aussi à essayer de me grounder, comme on dit en bon québécois. Mais c'est vraiment à travers à la rencontre de Phobie Zéro que j'ai commencé à me retrousser les manches puis à travailler pour de vrai. Parce que là, je me sentais compris, je me sentais épaulé, puis c'était devenu une deuxième famille. J'ai pas eu de phobie d'être homosexuel ou pédophilique ou quoi que ce soit. Moi, c'était simplement quelque chose qui n'est pas encore réglé aujourd'hui. Je pense que c'est la peur simplement d'être rejeté. Et ça, je ne l'ai pas été dans la vraie vie, mais mes parents sont divorcés quand j'étais jeune. Et j'avais 3 ans. Et probablement, fort probablement que ça vient de là. Maintenant, pour en guérir, là, je vais faire une petite parenthèse psychologique qu'on ne parle pas nécessairement Phobie Zéro, mais il est important de sortir les larmes, la peur, la frustration que tu ressentais à l'époque du premier traumatisme, il faut que ça sorte, ça, là. Sinon, aucune guérison est possible. Moi, je pense que les TOC et les troubles anxieux ne sont pas biologiques, ils résultent de trucs psychologiques. Ça n'arrive pas paf de même sans raison, puis ça passe sans raison. Je ne crois pas à ça, moi. Mais je ne suis pas un médecin ni psychologue. Mais je vous donne simplement mon opinion. Et donc, la phase finale de la guérison chez moi, ça va être de sortir les émotions qui n'ont pas été exprimées dès le départ. Avec ça, sorti, les TOC n'auront plus de raison d'être. À mon avis, je vous en reparlerai, mais bref, aujourd'hui, au moment où je vous parle, les TOC ont un impact extrêmement limité dans ma vie maintenant parce que je suis capable de dire non, je suis capable de confronter quelqu'un, je suis capable de courtiser une fille, même si je n'ai pas encore de conjointe. Je suis capable de faire c'est le jour et la nuit, là, comparé à ce quand j'étais adolescent. Et j'ai eu des très bons amis, des guides. J'étais et je suis toujours bien entouré. C'est important d'être bien entouré. Tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Puis là, j'ai un rêve que je caresse tranquillement pour ma retraite. 2 rêves, en fait, dont celui de trouver une femme adaptée à moi et moi à elle. Mais pour le moment, je suis sur une pente montante et puis je suis heureux de travailler à Phobie Zéro. En passant à Phobie Zéro, j'ai eu la chance d'être animateur dans 3 groupes. J'ai ouvert 2 maisons à Québec, dont une avec Richard Leblond. Les 2 ont finalement tombé, mais on les a ouverts pareil. Puis là, on fait notre possible à Sainte-Foy, à Saint-Romuald et puis Limoilou.
Fait que je suis bien heureux de donner au suivant parce que j'ai reçu. Puis le simple fait d'aller aux réunions, puis d'aider une personne, de l'encourager, donner un sourire, c'est ça, aider. C'est pas guérir quelqu'un, c'est l'aider dans un petit geste banal. Puis je suis content de contribuer à ça, puis pas juste à Phobie Zéro dans la vie en général. Fait que ça ressemble à ça. Dans ma vie, je suis économiste au gouvernement du Québec. Puis là, au gouvernement, on essaie de pas trop de crier partout hey, j'ai un TOC, j'ai anxiété généralisée, nanana. Mais moi, quand quelqu'un vient à moi puis il a l'air tout croche, je lui demande comment est-ce qu'il va, il me dit je me sens anxieux, nanana. Ah ben là, j'ai une porte ouverte pour lui dire hey, Phobie Zéro, ça existe, là. Moi, j'étais un petit peu une grand gueule, fait que j'ai pas peur de le dire quand je sais que la personne va être réceptive, qu'est-ce que j'ai comme trouble, j'ai pas du tout peur de le dire. J'irai pas faire un témoignage public comme Fred a le courage et la bonté de faire. Moi, c'est plus en one-to-one que je fonctionne. Et en groupe comme maintenant, j'ai pas peur, non, ça me fait plaisir aussi. Là. Fait que, ben voilà. Je passe la POC à mon chum Fred. Merci. Vas-y, Frédéric. Merci beaucoup, Pierre-Antoine. Puis, on est amis, Pierre-Antoine et moi, depuis plusieurs années. Puis, c'est vrai que c'est un bagarreur, un guerrier, là, dans le sens, tous les efforts qu'il met en place là, pour tout ce qui est expliqué, c'est vraiment, là, puis je le dis très sincèrement, là, c'est vraiment un modèle et une inspiration parce que c'est ça. Puis je pense que tu as raison, quand tu dis qu'il faut travailler et qu'il faut persévérer, dans la vie en général, mais dans le TOC aussi, c'est très vrai. Il y a une persévérance, une patience parce que ça prend quand même du temps. Là, surtout si on a été longtemps avec les symptômes puis qu'on ne sait pas trop quoi faire avec les symptômes. Là, ça a le temps de s'ancrer. Fait que s'en sortir après, ça demande quand même de la patience, de la persévérance puis être bien entouré, comme tu dis, un bon coaching. Rapidement, moi, c'est ça, pourrais accéder sur le site de Phobie Zéro à mon témoignage complet qui dure 20 minutes. Là. Mais rapidement, c'est ça. Moi, ça a commencé à 18 ans. Donc, j'ai eu la paix là, de ma naissance jusqu'à 18 ans. J'ai eu la paix. Mais à 18 ans, par contre, ça a commencé. Je me souviens encore là, de comment ça a commencé, se dépenser. Juste pour te donner un petit peu un exemple concret de comment ça peut se passer des fois dans la tête. Là. Parce que moi, j'ai eu plusieurs types de TOC. Oui, j'ai eu les phobies d'impulsion, les plus euros, mais j'ai eu aussi des types de TOC qui étaient plus traditionnel. Un exemple comme ça, moi, j'avais beaucoup un TOC d'hyper-moralité et d'hyper-responsabilité. Donc, ça amène à plein de choses vraiment désagréables là, en termes de TOC qu'on rencontre dans le jour. Un exemple concret, quand on a un sens de la responsabilité, c'est comme pathologique à cause du TOC. Là. Un exemple, supposons que je marchais, ça m'est arrivé souvent plein de choses comme ça. Je marchais en forêt, supposons, l'hiver, sur un sentier, puis là, tout à coup, il y a une petite plaque de glace, puis je glisse dessus. Bon, là, normalement, je construisais mon chemin, puis c'est comme tout le monde fait. Mais là, le TOC faisait que, là, je me disais, oh, OK, il y a une plaque de glace, j'ai glissé, je ne suis pas tombé. Mais quelqu'un pourrait arriver, une personne âgée ou un enfant, puis glisser, puis tomber, puis il se ferait mal. Puis là, c'est pas, il faut bien comprendre, c'est pas de la générosité ce qui s'en vient que je vais vous expliquer, là. C'est le TOC qui me contrôle, qui me contrôlait dans ce temps-là. Parce qu'il y a une différence entre juste penser ça et dire, oui, c'est vrai, il faudrait peut-être aviser si j'en vois au loin des gens qui s'approchent de la plaque de glace. Mais là, on n'est pas dans la réalité, dans le sens que la plaque de glace, souvent, c'était minuscule. C'était pas une plaque de glace dangereuse, honnêtement. Fait que là, moi, mon TOC, ce qui me faisait. Là, j'essayais de continuer de marcher en avant, mais ça ne marchait pas parce que là, mon TOC me disait, là, il faut que tu règles, faut que tu solutionnes l'histoire de la glace. Il faut que tu enlèves la glace qui est là. Parce que si quelqu'un arrive après toi et il se fait mal ou il se tue, parce que c'est toujours le scénario catastrophique que le TOC envoie, tu vas être responsable. Ça va toujours être responsable de sa mort, puis tu vas aller en enfer, puis tu vas t'en enfer jusqu'à la fin de tes jours. Ça va super vite dans ta tête, là, avec les émotions. Là, tu passes d'un petit glissage sur une plaque de glace à t'es rendu en enfer jusqu'à éternité. Fait que là, évidemment, là, ce que je faisais, c'est que là, le TOC prenait possession de moi quasiment, là, dans le sens que là, je m'en allais chez nous, je retournais chez nous. J'allais chercher un sac de sable pour l'hiver, mettre sur la glace. J'allais chercher un marteau, puis une grosse pelle. Puis là, j'avais l'air, je sentais que c'était pathologique. Je savais très bien qu'il ne fallait pas que je fasse ça. Je savais que c'était le TOC qui me contrôlait. Mais c'était tellement fort que je n'étais pas capable de résister. Puis là, j'espérais que personne ne me voit faire ça. Je me cachais, parce que quand tu te caches, ça veut dire que tu sais que c'est pas correct ce que tu fais. Fait que tu n'es pas fier. Fait que là, j'arrivais à la plaque de glace. Puis là, je me sentais ridicule au bout. Mais je le faisais pareil. J'avais pas le choix. Il fallait que je le fasse. Fait que là, je mettais le sel. Je donnais des coups de marteau pour que la glace s'en aille. Puis là, une fois que c'était fait, OK, ben là, parfait. Là, j'ai le droit d'être heureux. J'ai le droit d'être aimé. J'ai le droit d'être bon parce que j'ai fait ce qu'il fallait. Fait que, tu sais,
c'est des choses comme ça. Puis je peux en compter plein, on pourrait passer la soirée, mais ça ne sert à rien de descendre en détail. Mais c'est toujours ça, c'est des TOC qui sont plus visibles à l'externe aussi, avec la compulsion est plus visible. C'est très souffrant en passant. Quand là, je raconte ça avec un sourire, mais je veux dire, quand je suis dans ces situations-là, c'est vraiment, vraiment une détresse, une souffrance très grande. Là, puis tu le sens que tu ne te contrôles pas, là, puis tu sens qu'il y a quelque chose quasiment contrôle, puis que tu n'es pas capable de dire non au TOC, finalement. Là, fait que tu fais ce qu'il te dit de faire, c'est lui qui décide. C'est un exemple plus de compulsion comportementale visible, mais comme disaient Pierre-Antoine et Julie, moi, j'ai eu essentiellement beaucoup des TOC mentaux, des puros. Donc, un exemple concret, j'ai eu sur la peur de devenir violent, la peur de faire un acte violent, la peur de devenir pédophile, la peur de faire un acte répréhensible en public devant tout le monde, genre à l'église, me lever, me déshabiller tout nu, puis insulter le prêtre. Puis la statue de Marie, puis qu'elle se casse. Là, ça va loin, je vous dis. Là. Mais, tu sais, c'est ça, comme un exemple, une des premières fois que j'ai eu un TOC à 18 ans, c'était vraiment une phobie d'impulsion. J'étais sur un balcon avec un de mes amis au 3e étage. Puis tout à coup, j'ai vraiment eu la peur de le prendre, de le tirer en bas. Ça s'est fait super vite. Je voyais comme l'image dans ma tête. Puis là, je le voyais arriver en bas, éclater en sang, son corps démembré. Puis là, dans ta tête, tu as l'image qui fait ça. Puis là, voyons, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Puis là, tu sens comme une espèce de bouffée. C'est dur à décrire, mais c'est physique aussi. Tu as comme une espèce de bouffée d'anxiété qui monte en toi. Puis là, tu te sens comme paralysé. Puis même ton cerveau, tu sens un peu un brouillard qui s'installe. Puis là, je me rappelle quand j'ai vu ce pensée-là, la personne en face de moi, mon ami, il m'avait dit: qu'est-ce que tu as l'air bizarre? Je dis: non, c'est rien. Puis là, j'ai dit: on va rentrer en dedans, on va rentrer en dedans. Fait que là, j'ai évité, j'ai fui la situation. Puis après ça, je suis allé dans les toilettes. Là, j'ai essayé de me rassurer mentalement, des compulsions mentales, me rassurer mentalement. Fait que là, je faisais le tour un peu de ma vie. J'ai dit: est-ce que j'ai été violent dans mon enfance, dans mon adolescence? Pour essayer de me prouver que je n'étais pas un violent, que je n'étais pas un dangereux. Puis après ça pouvait être quand Internet est sorti avec Google. Là, souvent, j'allais googler justement des affaires. C'est quoi la définition de psychopathe? Est-ce que je suis un psychopathe? Me rassurer que je ne suis pas un psychopathe. Ou comme Julie le disait, mettre une photo d'enfant puis voir si je vais être attiré. Là, ça fait toutes tu te testes. Là, mais c'est toutes des compulsions de réassurance. Ce que tu veux, c'est te réassurer. Mais quand tu fais ça, oui, pour quelques minutes, peut-être tu te sens un peu mieux, mais c'est une fausse solution, puis c'est un faux mieux-être. Parce que ce que tu viens de faire, c'est d'arroser les mauvaises herbes, comme dit Julie, mettre du gaz sur le feu carrément. Tu viens d'entretenir le cycle parce que ton cerveau comprend que si tu as fait de la compulsion, c'est parce qu'il y avait une menace réelle, puis il faudra que tu refasses la compulsion dans le futur. Fait que tu sais, c'est un cercle vicieux. Moi, bref, donc à 18 ans, j'ai commencé. Le premier 10 ans, jusqu'à 28 ans, mes TOC étaient légers, dans le sens que ça ne m'empêchait pas de fonctionner. Puis, j'ai pu faire mes études. Puis, moi, je travaille en philanthropie, en développement philanthropique là, au sein d'organisations comme Centraide, l'Université Laval, tout ça. Mais toujours est-il que là, à 30 ans, j'ai eu une grosse peine d'amour. Puis là, les TOC sont devenus sévères, modérés à sévères, mais même sévères. Puis là, vraiment, là, je ne peux plus les ignorer parce que là, quand les TOC sont devenus sévères, j'ai passé 3 mois à ne pas manger, à ne pas dormir. J'ai quitté mes études. Je faisais un retour aux études, à quitter mes études. Puis j'avais perdu peut-être 30 livres à peu près. Puis je ne fonctionnais plus du tout. Là, ça ne marchait pas. Là. Puis finalement, mes parents m'ont obligé d'aller voir un médecin. Puis quand je suis allé voir le médecin, j'ai quasiment rien dit de mes pensées parce que j'avais peur qu'il appelle la police. On va vous en parler de la peur de justement quand on se confie, on a un TOC, des fois, on a peur que la personne appelle la police. Puis quand la personne le fait, c'est terrible, c'est sûr, comme disait Julie. Donc, moi, au médecin, je n'ai pas dit grand-chose, mais je pense qu'il m'avait saisi un petit peu quand même parce qu'il me dit: ça ressemble à un TOC. Il m'a prescrit donc de la médication. Puis la médication est venue me sauver à ce moment-là parce que la médication a été efficace assez rapidement. Puis le 10 ans qui a suivi, je dirais, c'est des hauts et des bas, parce que je faisais beaucoup de choses, un peu comme Pierre-Antoine, je faisais beaucoup de choses pour aller mieux, de la psychothérapie, la médication, j'essayais plusieurs choses, mais ça m'a aidé un peu, c'est sûr que ça m'a aidé un peu à affronter le TOC, à être plus fonctionnel. Mais je ne peux pas dire que j'appliquais à 90% ce que j'apprenais en psychothérapie. Je l'appliquais peut-être à 40%. Je ne suis pas capable d'appliquer plus que 40% ou 50%. C'est que mon TOC, je ne m'améliorais pas tant que ça, finalement. Puis la médication venait juste stabiliser les choses. Et aussitôt que j'arrêtais la médication, des fois, ça arrivait que ça fait 2 mois que ça va bien, on va arrêter la médication. Puis, je le faisais avec le médecin, mais il y en a qui font ça, puis des fois, ça fonctionne très bien. Mais dans mon cas, non, je prends encore de la médication de toute façon. Là. Dans mon cas, quand je faisais ça, c'était la rechute assurée, puis douloureuse et sévère. Là, ça fait qu'à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait que la médication, je l'accepte et que je la prenne là, pour une très longue période.
Mais la médication, dans mon cas, ça a quand même été peut-être le 2 tiers du traitement, mais le 2 tiers, pas plus, parce que vraiment, il faut aller combler l'autre tiers avec, comme disaient mes amis, donc avec la psychothérapie, la spiritualité, le sport, l'hygiène de vie, l'alimentation, bon, phobie zéro, les groupes, les lectures, tout ça. Puis, ce qui est arrivé finalement, c'est que, donc, là, ça va faire 7 ans. Oui, donc, il y a 7 ans, j'ai eu une sorte de conversion un peu spirituelle aussi, comme Pierre-Antoine, à travers la prière. Puis, je vous dirais qu'à travers la conversion spirituelle, puis à travers des lectures vraiment de livres qui m'ont beaucoup aidé, puis aussi à travers le livre qui m'a en tout cas un livre qui m'a vraiment aidé de façon énorme. Ce n'est pas un livre sur les TOC, ça, parce que j'ai lu plein de livres sur les TOC. Mais un des livres qui m'a aidé beaucoup, c'était le livre sur la compassion envers soi-même, donc de Christine Neff, là, une autrice américaine, psychologue américaine qui étudie scientifiquement la compassion envers soi-même, puis donc elle a fait des livres là-dessus avec des exercices très pratico-pratiques. Puis moi, moi, ça me prenait ça. Ça me prenait ça parce que la culpabilité était omniprésente tout le temps. C'était quasiment un TOC le symptôme principal de mes TOC, c'est la culpabilité. Puis ça me rongeait, c'était un cancer mental, un cancer émotionnel. Donc, avec la compassion envers moi-même que j'ai expérimenté, puis avec la prière, avec la conversion spirituelle, là, avec ça, j'ai réussi à appliquer les techniques que j'apprenais en psychothérapie, puis j'appliquais à 40 %. Là, ça montait à 95 % d'application parce que là, j'avais la force intérieure pour pouvoir, je m'aimais suffisamment pour pouvoir appliquer ces techniques-là. Donc là, quand j'ai commencé à les appliquer à 95 %, là, l'amélioration a été rapide quand même. Puis moi, depuis 2016, depuis presque 7 ans, sans dire que j'ai aucun symptôme, vraiment, ma vie a changé énormément. Là, je veux dire, il est très fonctionnel, très en paix avec moi-même. Puis les TOC, ça pas juste que ça a diminué, je dirais que c'est vraiment pas très rare, mais c'est que, comme disait Julie, ça arrive encore des fois que je vais avoir des pensées obsessionnelles, mais là, je ne rentre pas dedans. Je ne rentre pas dans le jeu du TOC, je ne rentre pas dans la compulsion. Fait que la pensée, elle s'évanouit après quelques secondes, puis elle s'en va. Fait que j'ai vécu une transformation vraiment assez grande, qui était inespérée. Je ne pensais jamais qu'un jour, je pourrais m'en sortir aussi bien que ça. Puis, c'est ça que je continue à avoir une bonne hygiène de vie, là, mais c'est un peu ça qui a été. Puis juste en terminant, la technique que je veux quand même, quand Julie et mes Pierre-Antoine vont compléter. Puis moi, la technique que j'apprenais en thérapie, que j'appliquais à 40 % puis à la fin, j'ai réussi à appliquer à 95 %. Je vais l'expliquer brièvement, ça va vous aider à comprendre un petit peu. Bon, je reprends l'exemple de ma plaque de glace. Là, supposons que je glisse ma plaque de glace. Bon, là, la pensée dans ma tête, après avoir glissé, l'obsession arrive, quelqu'un va se tuer, tu vas être responsable, tu vas être coupable, tu vas aller en enfer. Donc, là, cette pensée-là, la technique que j'ai appliquée, c'est que c'est en 4 étapes. Dans un instant, ma fille arrive. Salut, je suis occupé. Non, excusez-moi. Donc, la pensée qui arrive dans ma tête, donc, quelqu'un va se tuer, tu vas être responsable, tu vas être coupable. Bon, c'est que là, ce que j'apprends en thérapie, c'est qu'il faut que tu tolères cette pensée-là. Pas l'accepter parce qu'elle est plate, cette pensée-là. Elle n'est pas vraie. Mais tu la tolères. Tu tolères qu'elle soit là. Son contenu, de toute façon, son contenu n'est même pas important. C'est le TOC qui t'envoie des pensées fausses. Que peu importe le contenu, tu tolères qu'elle soit là. OK? Après ça, l'anxiété monte en toi vraiment fort parce que là, tu veux faire une compulsion pour aller mieux. C'est que là, c'est ça qui est difficile au début, c'est qu'il faut que tu tolères aussi, il faut que tu tolères l'inconfort que l'anxiété, dans le fond, la détresse et l'anxiété, il faut que tu la tolères. Il ne faut pas que tu cherches à t'en débarrasser le plus vite possible et à ce qu'elle parte le plus vite possible. Il faut que tu la tolères que ce soit là. Puis après ça, c'est là vraiment que là, c'est le point le plus important. C'est que là, tu vas avoir le goût, tu vas avoir une furieuse envie de faire une compulsion pour. C'est comme une drogue, finalement. C'est comme quelqu'un qui est sur la côte, quelque chose, tu as besoin de ton fixe, tu as besoin de ta dose de cocaïne. Dans ce cas-là, c'est la compulsion. Fait que là, il faut que tu saches un peu c'est quoi tes compulsions. Moi, j'ai connaissé à la fin de mes compulsions, c'est toujours les mêmes. Beaucoup de demandes de réassurance à mon entourage, beaucoup de pensées mentales pour me réassurer, puis de faire ce que le TOC me disait de faire, comme dans l'exemple de la glace, d'aller casser la glace, ça, c'est une compulsion, évidemment. Fait que là, il faut que tu résistes. Il ne faut pas que tu fasses la compulsion. C'est sûr que tu ne passes pas du jour au lendemain. Tu t'entraînes tranquillement. Au début, on en parlera, au début, tu peux retarder la compulsion dans 15 minutes. Pour ça, tu montes dans une demi-heure, dans 1 heure, dans 2 heures. C'est un exemple de choses que tu peux faire. Mais en bout de ligne, ce qu'il faut que tu arrives, c'est de faire le moins possible, ou même pas du tout, les compulsions. Puis quand tu te mets à ne pas faire quand tu réussis finalement à arriver à ne pas faire les compulsions, bien là, ton cerveau, il finit par comprendre que les pensées que le TOC envoie
c'est pas menaçant, c'est pas la réalité, c'est pas vrai. Tu n'as plus d'anxiété qui monte, puis tu n'as plus l'envie de faire une compulsion. Tu sais, tu viens démolir le cercle vicieux du TOC, tu viens vraiment casser les jambes complètement. Ça fait que moi, c'est un peu ça. Il y a plein de techniques pour les TOC. Moi, c'est celle-là que j'ai appris. C'est celle-là qui m'a aidé et qui m'aide encore des fois, comme je dis, quand j'ai des petites pensées qui arrivent. Ça fait que c'est un peu ça. C'est pour ça que maintenant, le bénévolat, ben, c'est intéressant d'en faire parce que les gens qui nous appellent, on les comprend très bien dans leur souffrance, puis on essaie vraiment de les encourager, de les aider, puis aussi les diriger vers les bonnes ressources qui nous ont aidés nous-mêmes ou qui ont aidé d'autres personnes. C'est un peu ça en gros. Là. Je vais peut-être dépasser mon temps, mais j'espère que vous... C'est bon. Frédéric, supposons que je suis à la ligne d'écoute, puis quelqu'un m'appelle puis que me dit ça. Est-ce que moi, je peux aider la personne à faire ça, à dire comme exemple, est-ce que ça peut être aidant si je lui dis, ben là, est-ce que tu es capable de tolérer là, que cette idée-là, est-ce qu'on peut amener cette personne-là à avoir, comment je dirais ça? Je vais laisser mes collègues aussi répondre, mais moi, honnêtement, je suis très prudent là-dedans parce que les gens qui nous appellent, des fois, je leur explique cette technique-là, c'est sûr, là, mais je leur dis toujours, soyez accompagnés d'un psychologue pour le coaching, pour vous aider à progresser là-dedans, y aller à votre rythme aussi à vous. Là, donc, vous aider à progresser là-dedans, et y aller d'un psychologue, d'un coaching, ce que je ne suis pas. Là, mais oui, je leur explique la technique, puis c'est sûr que je leur dis aussi, comme disait Julie, je leur dis, OK, je vais te réassurer une fois, ça va être fini après, je ne te réassure plus le reste de l'appel. Puis ils s'essayent tout le reste de l'appel de se faire réassurer. Je le vois tout de suite, là. Je le réassure une fois. Après ça, ils prennent des moyens. Je connais parce que c'est ça que je faisais moi aussi. Ils ont des ruses, on a des ruses, on prend des moyens détournés pour essayer de se faire réassurer. Puis là, moi, quand ils font ça, je les vois tout de suite venir. Je dis, non, je te réassure pas, je t'ai fait une fois. Là, ils comprennent qu'il faut qu'ils arrêtent la compulsion finalement. OK. Fait que dans le fond, ce que tu dis, c'est qu'on peut dire, regarde, là, je vais te rassurer sur telle affaire, mais là, je ne le ferai plus. Là. Ça, on peut même le dire. Moi, je le dis, je te réassure un peu après parce que là, j'explique la technique que j'ai appris, tout ça. Puis j'explique aussi, comme disait Julie, qu'on arrose la mauvaise herbe quand je te réassure constamment. Même une fois, je le fais une fois parce que, bon, pour être bon prince, là, mais je veux dire, normalement, même, il est mieux quasiment de ne pas le faire pantoute. Là, mais bon, on n'est pas des surhommes, des surfemmes. Mais Également, je dirais aussi que moi, je leur parle du livre du piège du bonheur. Je leur donne ce que j'ai lu là-dedans. Le piège du bonheur, en passant, vous devez impérativement vous procurer ce livre-là. Ce n'est pas un livre sur les tocs, c'est un livre sur le mal-être anxieux en général, mais ça marche en tabaslac sur les tocs également. Je leur donne des trucs puisés à même ce livre-là qui a changé ma vie comme Phobie Zéro a changé ma vie. Et ta question, Manon, est très bonne, puis je vais dire comme Fred, je ne joue jamais au psychologue. Je ne suis pas psychologue, c'est la responsabilité d'une personne qui a fait son doctorat en psychologie pour faire ça. Donc, ils aimeraient bien ça que je fasse le psychologue avec eux, mais je leur donne ce qui moi, m'a aidé. Je l'ai puisé à travers mes lectures, et il y en a quelques-uns, bons livres, là. À travers des trucs de Phobie Zéro, je peux être une oreille attentive pour écouter, parce qu'écouter, c'est déjà être actif pour ces gens-là. Mais je ne vais pas lui dire « fais ça », puis tu me rappelles le prochain rappel pour me dire si ça a marché. C'est ça. Jamais. Moi, je leur dis ce que Fred a dit, je leur donne des trucs, et je leur dis « si tu as besoin de parler encore une fois, oui, tu peux me rappeler. » Mais je ne fais pas un suivi de type psychologique. C'est ça. Voilà. Merci. Julie? Oui, ben, c'est ça, effectivement. Moi non plus, je ne dis pas, par exemple, essaye de retarder ta compulsion, mais des fois, on fait juste un inventaire de tu penses que c'est quoi tes compulsions, parce que des fois, elles sont difficiles à identifier. Mettons, moi, cette semaine, j'en avais une à dire, moi, chaque matin, j'appelle mon frère, ma soeur, mon père, ma mère pour me faire rassurer que je ne suis pas une pédophile. Mais tu sais, là, évidemment, elle est sur les attentes pour avoir un psychologue, mais tu sais, à ce moment-là, je peux, par exemple, lui dire, est-ce que tu te sentirais capable peut-être de réduire la durée de ton appel ou d'en appeler un de moins cette semaine, tu sais, voir comment ça va. Puis avant de commencer ces techniques-là, moi, je leur dis toujours qu'au début, ça va être pire. Ah oui, la plante. Parce que quand on commence à mettre en place le fait de réduire les compulsions, au début, il va y avoir un pic d'anxiété, notre corps va réagir, notre cerveau va réagir, il va surattaquer d'obsession pour voir si on tient la route. Fait que, je les avertis toujours. J'ai dit au début, vous allez voir, ça va être pire, mais ça vaut le coup de continuer de persévérer. Puis,
à un moment donné, la courbe, elle va redescendre, c'est sûr et certain. Le cerveau ne peut pas maintenir une anxiété aussi forte et aussi haute pendant très longtemps, c'est prouvé. Le cerveau ne peut pas tenir comme ça. Fait que c'est sûr que ça va redescendre. Mais il faut tolérer cette montée-là. C'est très désagréable, mais c'est malheureusement une des seules choses qui fonctionne, en tout cas. Fait que c'est ça, moi, je les avertis toujours. Mais évidemment, moi, première affaire que je fais quand ils m'appellent, avez-vous un psychologue? C'est comme la base. Même s'ils disent il y a un sur la liste d'attente, une fois, je l'ai dit, je m'excuse, je ne peux pas t'aider plus, je ne suis pas psychologue. Mais je peux t'écouter. Oui, je peux t'écouter, puis je peux les encourager aussi. Des fois, c'est ça qu'ils ont besoin. Ah, là, j'y arrive pas à retarder ma compulsion. Hey, c'est pas grave, tu as essayé, c'est déjà beaucoup. Continue. Demain, ça va peut-être marcher. Peut-être, je sais que tu as ce qu'il faut en toi pour passer à travers. Des fois, c'est juste ça qu'ils ont besoin d'entendre. Oui. Être là. Être là. Être là, c'est ça. Exactement. Puis plus, c'est ça. C'est exactement ça. Oui, et l'idée, tu avais une question? Ben, en fait, pour faire du pouce avec ce qu'on dit, des fois aussi, dans les appels, etc., qu'est-ce qui est aussi, ben, je trouve que ce que c'est aidant, c'est quand on explore le fait dans cette situation-là, qu'est-ce que vous avez déjà fait que ça a fonctionné? Comment vous l'avez appliqué? Comment vous vous êtes senti à ce moment-là? À ce moment-là, c'est comme un rappel des outils qu'eux-mêmes ils ont déjà parfois qui se mettent en pratique. Puis donc, c'est juste de leur rappeler ces moments-là de « Oh, puis là, à ce moment-là, ça a fonctionné. Comment vous l'avez fait concrètement? » C'est un peu comme si ça vient les centrer ailleurs pour pouvoir passer à travers des fois des moments plus difficiles. Mm-hmm. C'est super ce que tu dis, Élise, mais il faut faire attention avec le TOC. Le piège, c'est qu'ils vont me dire, ben moi, ce qui m'a fait du bien la dernière fois, c'était d'aller sur un forum. Ah, c'est bon, le piège. Ça, c'est un TOC parce que ça, c'est une réassurance, justement. C'est ça le piège avec les TOC, c'est que ce qui fait du bien instantanément n'est pas bon dans le TOC. Ce qui fait du bien instantanément, le sport, c'est bon, on s'entend, les petits plaisirs, tout ça, s'entourer, tout ça, c'est des bonnes choses. Mais ce qui fait du bien concrètement, aller sur un forum, demander à un proche, ça, c'est à éviter. Fait que c'est là le piège avec le TOC. Merci. Il faut travailler. Oh, excuse-moi. Qui parlait? Non, vas-y. Frédéric, tu te souviens, tu avais, puis vous en avez parlé tous les trois, je pense, de la chose à ne pas faire, appeler la police ou… Oui, c'est ça. Tu te souviens l'exemple que tu avais donné avec le couteau, puis moi, ça m'avait comme, oh my God, quand tu t'avais dit ça la première fois, là, je m'étais dit, oh my God, c'est ça que… Ben oui, c'est ça. Ben, tu sais, rapide. J'aurais deux exemples là-dessus. C'est que, premièrement, si on prend le TOC on prend la phobie d'impulsion, le TOC mental par rapport à peur de faire un acte violent. Bon, moi, si ça m'est arrivé souvent, supposons que je coupe des légumes sur mon comptoir chez nous, tout à coup, ma blonde, ma mère, peu importe, le passe près de moi. Ben là, quand le TOC était fort à l'époque, là, j'avais peur de prendre mon couteau. Des fois, je lâchais le couteau. Parce que je me disais, hey, là, si je regarde dans ma main, il y a une chance que je poignarde ma blonde qui passe ou ma mère, tout ça. Fait que des fois, je lâchais, j'allais jusqu'à lâcher le couteau ou me tenir la main. Ça, c'est une méchante conclusion. Mais c'est ça, c'est que dans ce temps-là, tu as vraiment peur. C'est que là, un exemple, quand j'avais appelé, quand tu appelles Phobie Zéro, une ligne d'écoute, peu importe, ou même des fois, ça arrive avec un médecin ou un travailleur social, il y en a qui arrivent et ils disent ça, ils racontent cet événement-là. Ils savent qu'au fond d'eux, ils ne veulent pas le faire, là, mais ils racontent ça. Puis que j'ai fini de donner un coup de couteau à ma mère ou à ma soeur, tout ça. Puis là, la personne, soit Phobie Zéro, soit à l'autre bout du fil, ou soit le médecin en face, ben là, il dit OK, ben un instant, je vais appeler la police, puis je vais quand même vous le dire, parce que là, vous présentez un danger, monsieur, quand même, pour votre entourage. La personne qui fait ça, elle le fait avec un esprit, je dirais, bienveillant, de parenthèse, mais c'est catastrophique pour la personne qui a un TOC d'entendre ça. Tu viens comme réanimer sa plus grande peur, puis tu viens comme lui montrer, ah ben c'est vrai, je suis vraiment dangereux, je suis vraiment un psychopathe, il ne faut jamais, faut comprendre ce qu'il y a en arrière, là, tu sais. Puis l'autre exemple par rapport à ça aussi, c'est supposons le TOC de pédophilie. Mais supposons que moi j'appelle, puis ou je vois une thérapeute, puis elle me dit, là, au billet à police, moi, qu'elle me dit, là, je dis, ah, mais êtes-vous sûr que je ne suis pas pédophile? Êtes-vous sûr que comment ça marche la pédophilie? Expliquez-moi ça. Puis là, le psychologue commence à expliquer ça. Puis ça m'est arrivé une fois, maintenant, le psychologue va dire c'est plus la peur d'homosexualité, ça m'est arrivé. Là, je parlais d'homosexualité, je disais,
pas j'ai peur, tout ça. Puis bon, le psychologue ne savait pas que j'avais un TOC à l'époque, c'est quand j'avais pas encore mon diagnostic. Puis là, une fois, il y a une psychologue qui m'avait dit, ben écoutez, elle dit, M. Tremblay, elle dit, peut-être au fond de vous, là, au fond de vous, peut-être que c'est latent, peut-être qu'il y a quelque chose qui est là. Mais là, présentement, c'est pas ça votre orientation n'est pas celle-là, mais peut-être que c'est très enfoui au fond de vous. Là, elle m'avait complètement, elle m'avait démoli, là, détruit. Là, je suis sorti du rendez-vous, puis là, je me disais, ah, OK, c'est ça, c'est latent, c'est au fond de moi. Puis c'est sûr, ça va rebondir un moment donné, tout ça. Fait que, elle ne savait pas. Là, ça me tourne à cette état-là. Je voyais qu'elle voulait vraiment me faire du bien, mais elle ne savait pas que j'avais un TOC. Moi non plus, je ne savais pas que c'était un TOC à l'époque. Mais écoute, ça avait été une catastrophe. Là, je veux dire, ça avait réalimenté pour des mois là, mon TOC. C'est pour ça que quand quelqu'un appelle à Phobie Zéro et parle de pédophilie ou d'homosexualité ou de violence, en passant, je fais attention aussi parce que ça m'est arrivé des fois d'être critiqué parce que les gens disaient tu mets sur le même piédestal la pédophilie, l'homosexualité, la pédophilie et la violence. Moi, je suis homosexuel et je me sens attaqué dans ce que tu dis. Là. Non, vraiment pas. Il n'y a aucune association entre les trois. C'est juste que les trois, c'est quelque chose. Quand tu es hétéro, c'est quelque chose que tu ne veux pas devenir homo. Puis des fois, il y a des gens qui m'ont appelé qui étaient homosexuels, qui avaient un TOC de ce type-là. Puis c'est à l'inverse, ils avaient peur de devenir hétérosexuel, de faire un acte hétérosexuel. Fait que ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens complètement. C'est pour ça que je fais la mise au point tout de suite, là, parce que je ne veux pas blesser personne et laisser entendre que c'est pas ça du tout. C'est juste de faire un acte que tu ne veux pas faire. Là, fait que, est-ce que j'ai répondu un peu? Oui, puis, tu sais, supposons que la personne avec le couteau et tout ça, qu'est-ce qui pourrait être aidant? Je vais laisser mes collègues, je vais laisser mes collègues. Non, c'est ça. Ben, ça peut être Julie ou Pierre-Antoine Ouais, qui répondrait à la personne qui dit ça, là, puis pour les aider, tu sais, puis il ne faut pas faire une fausse rassurance, mais quelle parole pourrait être aidante, justement, quand quelqu'un dit j'ai peur d'attaquer ou j'ai peur de ça? Moi, j'ai une idée là. Vas-y donc. Ah oui, vas-y. Alors, j'ai appris ça de la part dans Phobie Zéro. Je ne sais plus qui disait ça. Là. Je suis pas capable de faire baisser ma main, je vais le faire tout à l'heure. Alors, quelqu'un qui a peur de tuer, il est au volant, puis il a peur de foncer dans du monde. Ça, c'est une autre phobie d'impulsion bien fréquente. Alors, moi, ce que je dis, ce que j'ai appris à dire, c'est ce que j'ai appris à penser, c'est là que ça commence. Est-ce que tu as peur de foncer dans quelqu'un? Oui, j'ai peur. Ben, tu ne le feras jamais. Ouais. Parce que le gars qui veut le faire, il va le faire, puis il n'a pas peur de le faire. Toi, tu as peur. C'est le signe que jamais tu vas le faire. C'est niaiseux, hein? C'est ça. Tu as peur de foncer dans quelqu'un, ben la personne qui désire le faire, là, c'est ancré en elle, puis elle peut avoir un petit thrill, elle va le faire, puis ça arrive malheureusement dans l'actualité. Toi, c'est rien qu'une pensée, parce que tu as la chienne de l'avoir, la pensée. Fait que jamais tu vas passer à l'acte. Puis là, c'est supposé rassurer. Une fois, pas plus qu'une fois. Oh oui, une fois. Merci. Julie, Oui, excuse-moi, Frédéric. Tu voulais ajouter quelque chose, Julie? Ah, ben, c'était plus par rapport au fait de quoi ne pas dire. Là. Par exemple, si on prend le thème des pensées pédophiliques là, par une mère ou peu importe, c'est souvent la personne qui va être au bout du fil va vouloir s'assurer que les enfants sont en sécurité, puis c'est normal d'avoir ce réflexe-là. Mais il faut faire très attention en demandant à être sûr au fond de toi que tu ne serais pas capable d'agresser un enfant, par exemple. Ça peut vraiment être dévastateur pour la personne. C'est ça. En tout cas, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Ça fait quand même quelques années que je fais ça, moi, Frédéric, mais quand même, là, c'est jamais arrivé que je suis tombée sur un vrai pédophile là, qui m'appelait. Jamais de vie, non. Jamais. Non, ça. Jamais. C'est les gens, ceux qui nous appellent qui ont la peur de faire mal, c'est les gens les plus pacifiques de la société. Ceux qui appellent la peur de devenir homosexuel sont très hétéros. Puis ceux qui sont homosexuels ont peur de devenir hétéros sont très homos. Puis ceux qui appellent pour les enfants, souvent, tout le temps, c'est des gens qui adorent les enfants. Ils adorent. C'est complètement l'inverse. C'est ça qui rend ça super souffrant, c'est que ça vient à l'encontre de qui on est vraiment, puis de nos valeurs et tout. Donc, c'est ça. Puis pour les trucs, moi, qu'est-ce que je dis? Ben, souvent, je leur dis, ben, premièrement, quand tu as des pensées comme ça qui viennent, tu peux le dire haut et fort, là, c'est le TOC qui me parle. C'est le TOC qui veut
qui veut prendre l'emprise sur moi. Tu sais, des fois, le dire haut et fort, ça peut aider. Puis quand les obsessions sont trop fortes puis que tu essaies de retarder une compulsion de ne pas la faire, s'entraîner cognitivement. Tu sais, moi, je me souviens, je pouvais faire des calculs mentaux juste pour essayer de mettre mon focus ailleurs, calculs mentaux, sudoku, mots croisés, juste pour tenter de mettre l'attention un peu ailleurs là, pour le temps que les obsessions diminuent en intensité. Là. Comme je vois que le temps, puis on a dépassé même un petit peu, là, merci de rester là. Je ne sais pas si vous aviez des questions pour ajouter, parce que je sais que Patricia, tu avais quelques questions, je les avais soumises. Je ne sais pas si tu avais d'autres questions ou est-ce que tu aimerais, est-ce qu'on a répondu? Juste là, je vais mettre un petit lien dans le chat. Là. Oui. Parce qu'on a plein de choses comme ça qu'on va pouvoir mettre sur le site aussi éventuellement. Mais ça, c'est une liste là, ça aide à comprendre le TOC et à comprendre ceux qui ont le TOC. C'est une liste de 25 conseils pour réussir votre thérapie contre le TOC. C'est sur le site de l'American International OCD Foundation, la plus grosse association mondiale là, de bénévoles, puis pas juste de bénévoles, c'est des médecins qui sont là-dedans, des psychologues, tout ça. Et c'est notre ami Pierre-Antoine qui a traduit cette liste-là de l'anglais au français. Puis l'association a mis la traduction de Pierre-Antoine sur le site. En lisant les 25 conseils, ça vous aide à comprendre un peu là, ce que vivent les gens qui ont un TOC puis comment les aider. Là, parce qu'il y a aussi, vous allez peut-être avoir des appels aussi souvent. Moi, j'en ai souvent des appels comme ça. C'est la famille qui appelle. C'est la mère de son fils a un TOC, c'est la conjointe, son chum a un TOC. Fait que ça aussi, des fois, ça amène des situations qui sont particulières, surtout dans le cas. Souvent, malheureusement, ceux qui appellent pour ça, c'est parce que le conjoint ou la conjointe, ou en tout cas, ils appellent pour une autre personne, c'est parce que la personne, elle veut pas se faire aider, elle veut pas parler de ça, puis elle veut pas se confier à personne, puis elle nie le problème. Donc ça, des fois, c'est difficile, ces appels-là, parce qu'ils appellent pour leur fils ou pour leur conjoint, puis là, tu sais, quand tu sais que la personne atteinte, elle veut pas du tout coopérer, on peut dire, tu sais, c'est plus difficile dans ce temps-là. Merci. Merci beaucoup. Patricia, oui, est-ce que tu avais... Oui, dans le fond, ma question s'adresse à Frédéric. Tu as parlé de 4 étapes. Peux-tu me nommer la dernière? Parce que je les ai notées. Oui. Ben, la dernière, dans le fond, c'est pas une étape. Tu as raison, j'ai oublié de dire la dernière. C'est pas une étape tant que ça, c'est un petit ajout que je faisais là, aux trois étapes. C'est que parce que quand tu penses à ces 3 étapes-là, c'est très bien. Mais le TOC, il veut survivre le TOC en dedans de toi. C'est pour ça que, comme disait Julie, quand tu te mets à le challenger, puis à ne pas faire ce qu'il veut, puis à faire l'inverse de ce qu'il veut, là, il se fâche, puis là, il t'envoie encore plus de pensées, puis tu frances. Il ne veut pas mourir, lui, là. Mais il finit par mourir parce qu'à un moment donné, tu l'assèches complètement, tu donnes plus de carburant, tu donnes plus de nourriture. Mais souvent, ce qu'il va faire quand tu commences cette technique-là pour survivre, il va t'envoyer des doutes très forts, dans le sens que là, tu vas te dire ah, ben là, ouais, mais là, cette fois-ci, ma pensée, c'est pas un TOC, cette fois-ci, ça a l'air vrai. Puis là, non, cette fois-ci, je pense que c'est une twist différente. Là, elle est un peu différente. La pensée est un peu différente de la dernière fois, donc c'est peut-être signe que c'est vrai. Ça, c'est le TOC qui continue à te piéger. C'est que moi j'avais ce que j'avais lu là-dessus, c'est que aussitôt que tu as un doute par rapport à si tu as un TOC ou c'est pas un TOC, aussitôt que tu as un doute, traite-le comme si c'était un TOC. Fais comme si c'était un TOC. Parce que sinon, il va toujours te piéger avec ça. C'est que aussitôt que tu te dis ouais, je sais pas, cette fois-ci, ça n'a pas l'air d'un TOC, là. Non. Fais comme si c'était un TOC. Tu ne te trompes pas, je veux dire, ça m'est pas arrivé une seule fois de me dire après, ouais, c'était pas un TOC finalement, non, c'était vrai, ça ne m'est jamais arrivé. Tout le temps, c'était un TOC. Aussitôt qu'il y a un doute. Merci. Merci. Mélanie, Marie-Josée, Patrick, Laurence, Élidée, Brigitte, est-ce que vous avez des questions à ce moment-ci? Puis comme je vous dis, il va en avoir une autre. On va faire une deuxième présentation à l'automne, là. Ou à l'automne, où on va pousser encore plus loin les questionnements, si vous en avez. Mais à ce moment-ci, est-ce que vous avez des questions pour Julie, Frédéric ou Pierre-Antoine? Non, ça va? Oui, et l'idée? Ça va très, très bien. Est-ce que en fait, moi, je voulais juste ajouter, merci beaucoup. En fait, je voulais remercier à tout le monde qui a pu donner son témoignage, vraiment nous en parler, de comment ça s'est passé. Des fois, c'est pas facile, mais le fait de partager, surtout aussi le fait, on a beaucoup appris en sachant que rassurer, c'est le moins possible. Des fois, on a plus l'habitude de s'en aller dans ce sens-là. Donc, merci beaucoup. Ça a été très, très pertinent et très aidant. Merci. Merci d'avoir été là, Élidée. Merci beaucoup.